Fille d'un espoir, c'est le tout premier livre d'Anthony Fouchard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, vous avez notamment travaillé au Mali pour RFI, France 24 et TV5 Monde. Dans ce livre, vous racontez l'histoire de l'otage française au Mali, Sophie Pétronin, 4 ans captive dans le désert, et le combat de son fils, Sébastien, qui a remué ciel et terre pour la faire libérer. Avant de poursuivre, je voulais vous faire réagir sur cette image, regardez. Maman, laissez-moi passer. Maman, maman, oh, maman, maman. Fils, ce jour-là, vous étiez à Paris en plateau avec moi pour commenter cette libération pratiquement en direct. Vous qui avez suivi le combat de Sébastien Pétronin pendant 3 ans, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous pour écrire ce livre ? Déjà, cette image, elle est toujours aussi émouvante. Je pense qu'on peut s'identifier, quoi qu'on en pense, qu'on soit intéressé ou pas par le Sahel ou par ces histoires d'otages. C'est un fils qui retrouve sa mère après 4 ans de séparation forcée. Et ça a fait pleurer. Moi, ça m'a fait pleurer. Ça a fait pleurer beaucoup autour de lui et dans sa famille. Quant au déclic, moi j'étais correspondant au Mali à cette époque-là et j'ai annoncé à Sébastien que sa mère était vivante lorsque la première vidéo de revendication a été publiée. Et c'est à partir de là que notre relation a commencé et que je lui ai demandé s'il acceptait que je le suive, mais de manière beaucoup plus intense, au-delà de cet aspect juste journalistique dans lequel j'exerçais à l'époque, pour pouvoir raconter cette histoire si un jour elle sortait. Et il avait eu cette phrase qui me disait si elle sort ou si elle meurt. Et je lui avais dit oui, on peut dire ça comme ça. Et il a tenu sa parole, j'ai tenu la mienne, et puis maintenant il y a ce livre et on peut documenter, heureusement, avec une issue qui a été positive. Alors avant de commencer votre livre, il y a cette page à l'attention de Malotru. Qui est Malotru ? Malotru, ouais, c'est un clin d'œil à la série Le Bureau des légendes, puisque au cours de la rédaction de ce livre, au moment où j'envoie les questions contradictoires aux différents ministères, donc les services secrets français, les services intérieurs, le ministère des Armées, le lendemain de l'envoi de ces questions, donc avec tous les points d'enquête que vous découvrez dans le livre, l'ordinateur a été piraté, le manuscrit a disparu, et à la place du manuscrit, il y avait un film de Louis de Funès, Le Cornio, ça s'appelait. Et j'avais fini la veille d'écrire les souvenirs de Sophie qui, dans le désert, se remémorait ce film justement pour passer le temps. Donc le message était on ne peut plus clair et comme on n'a évidemment jamais pu prouver d'où cela venait, voilà, c'est un petit clin d'œil pour... Donc pour vous, les 25 chapitres de votre livre auraient été volés. Quelles sont ces informations qui auraient dû rester secrètes ? Plus aucune maintenant, puisqu'elles sont toutes dans le livre. Au moment de cette rédaction-là, je ne sais pas exactement qui les recherchait ou ce qu'il recherchait vraiment. Mais Sébastien a tellement eu maille à partir avec les services français, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, avec les autorités et les différents ministères, que la coïncidence était quand même assez troublante. Donc on s'est dit qu'une petite page comme ça, en forme de clin d'œil, ça ne pouvait pas faire de mal. Alors vous avez enquêté sur les circonstances de l'enlèvement de Sophie Pétronin, de la femme blanche par le mouvement Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar, et ce dans un contexte d'attentats dans la sous-région, le Radisson Blu à Bamako, l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, mars 2016. Quand Sébastien apprend l'enlèvement de sa mère le 24 décembre 2016, c'était prévisible pour lui. Et voilà, on y est, dit-il. À partir de là, commencent 4 ans de combat, de brouille aussi avec les services français. Oui, et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il n'y a pas que Sébastien qui s'y attendait. Lui s'y attendait en tant que fils. Il savait que sa mère était dans une zone dangereuse. Mais ce que j'ai pu apporter dans ce livre-là, c'est toute une accumulation de documents classifiés qui prouvaient que les services secrets français, ou en tout cas les services de renseignement, savaient que des attentats étaient en préparation et savaient aussi que Sophie Pétronin était une cible. Ils le savaient des mois avant sa libération. Des femmes blanches à Gao, à l'époque, il y en avait 2. Donc il ne fallait pas non plus être très... ou de 20 pour se rendre compte qu'elle avait une cible sur le dos. Ils arrêtent à cette période, en 2015, des djihadistes et des gens affiliés à cette sphère djihadiste qui leur disent explicitement, et ces notes ont été envoyées ensuite à toute la hiérarchie du renseignement militaire,
on va capturer une femme blanche, et l'ordre a été donné directement par feu le commandant d'Al-Mourabitoun, Mohamed Ould-Nouini, qui depuis a été tué par l'armée française. C'est d'ailleurs ce que dit une de ses sources dans le livre, c'est tout le monde savait, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, c'est simplement qu'à un moment donné, les informations transitent et quelqu'un décide de les faire passer en dessous d'une pile ou de ne pas en faire la priorité, ou alors simplement que ce n'est pas la priorité du moment, ça paraît un peu superflu. Mais ce qui est inédit aussi dans tout ça, c'est que c'est la première fois que la France laisse un fils d'otage mener l'enquête et aller à la recherche de ses ravisseurs. Tout à fait, l'État a d'abord de manière assez officieuse aidé Sébastien Pétronin, qui les a un peu contraints et forcés. Le 24 décembre, sa mère est enlevée, le 26, il est au Mali, et le 28 ou le 29, il est à Gao. Donc 4 jours ou 5 jours après l'enlèvement, il est dans la ville où sa mère vient de se faire kidnapper, et il les bouscule. Il les bouscule tant et si bien qu'il qu'il crée des contacts avec des intermédiaires avant les autorités françaises. Et ça, en tout cas en 2017, les autorités se disent, écoutez, si le fils Pétronin, il est capable de le faire, laissons-le faire. Et ils payent ses billets, ils arrangent ses rendez-vous à l'ambassade, ils facilitent ses déplacements au Mali, en Mauritanie, au Niger. Et c'est souvent Sébastien qui donne les informations aux services secrets, mais pas forcément l'inverse. Beaucoup plus souvent que l'inverse. C'est assez difficile de dire quelles ont été les actions menées par les services français durant ces 4 dernières années, puisque si ça a abouti à une libération, c'est grâce au gouvernement malien et pas au gouvernement français. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation de coopération s'arrête de manière nette en 2018 lorsque Sébastien leur apporte une demande de rançon avec un montant qui paraît dérisoire au vu de ce qui se pratique. C'est moins de 500 000 euros, alors qu'à titre de comparaison, 20 millions ont été payés pour les otages d'Arlit au Niger. Et là, à partir de ce moment-là, alors que les Français, depuis 2 ans, le financent pour obtenir une issue, eh bien, ils disent non.